Alors sur la partie traitement de flux opérationnel, aujourd'hui rien n'est vraiment implanté chez EDF Énergies Nouvelles. En revanche, sur la partie flux financier, donc plus partie cash pooling, gestion des soldes, on a un cash pooling à l'étranger qui est sur un mode ZBA, de manière assez classique. Et en France, on a à la fois un ZBA et un cash pooling notionnel. La plus grande difficulté quand vous mettez en place un cash pooling, c'est en interne. Paradoxalement, tout le monde parle de l'externe, c'est-à-dire les contraintes juridiques, fiscales, etc., etc. Mais bien souvent, la principale difficulté réside en interne. C'est-à-dire qu'il faut d'abord convaincre le top management de l'utilité de ce système-là. Deuxièmement, il vous faut convaincre également en interne, mais au niveau local, de l'utilité du système. Ce qui passe par énormément de communication interne. C'est vraiment une partie à ne pas négliger. Pour le cas spécifique d'EDF Énergies Nouvelles, l'implantation du cash pooling a été un petit peu facilitée parce que nous étions dans un seul sens, dans un seul transfert, c'est-à-dire que nous investissons énormément d'argent dans des pays étrangers et donc les pays étrangers nous demandent énormément de ressources financières. Donc c'est moi qui distribue cette ressource financière via le cash pooling. Il y a des avantages et des inconvénients, comme dans toute situation. Les avantages, c'est aussi pour ça qu'on le met en place, c'est évidemment une optimisation des frais financiers, une optimisation des processus. Ça permet aussi de contrôler de manière un peu plus efficace les flux que nous pouvons avoir entre la maison mère et les filiales. En termes d'inconvénients, le plus gros inconvénient, en dehors du traitement des contraintes fiscales, juridiques et autres, c'est la perte potentielle et parfois réelle d'autonomie des filiales. La première chose, je dirais que c'est bien évaluer les ressources humaines dont vous aurez besoin. On ne se rend pas forcément compte au départ du temps qu'il va falloir y passer. La deuxième particularité, c'est d'essayer de traiter les périmètres géographiques les uns après les autres et essayer de maîtriser ce qui est le plus facilement maîtrisable pour partir sur de bonnes bases. Troisième élément, c'est que je traite en général le premier thème qui est la centralisation des risques financiers, donc c'est-à-dire la gestion du risque de change et de taux. Centralisation, c'est-à-dire en termes de connaissance de ce risque-là, puisque ce sont des risques qui sont parfois très mal maîtrisés par les entreprises et qui peuvent amener de véritables catastrophes financières au sein de ces entreprises-là. La FTE est là pour aider donc les trésoriers dans leurs problématiques quotidiennes. C'est comme ça en tout cas que moi je l'envisage dans la gestion de la commission. Donc l'idée, elle se fait à deux niveaux. Le premier niveau qui est, on dira, les membres non participatifs aux commissions. C'est donc d'essayer via des communiqués, via l'organisation d'événements, type des rencontres professionnelles, via la rédaction donc, de cahiers techniques dont nous avons parlé juste avant, via différents moyens de communication, donc de les tenir informés, soit de l'évolution du thème en question, soit de les informer de ce qui va se produire potentiellement. Ensuite, il y a le traitement de la population qui participe à ces commissions-là. À mon avis, ils y viennent, parce que c'est intéressant à leur niveau d'y participer. Ils rencontrent des gens qui ont plus ou moins les mêmes problématiques, donc ils se créent assez naturellement un réseau avec lequel ils vont pouvoir communiquer par la suite et en dehors de la FTE. Pour moi, la FTE doit être vue aussi comme un vecteur d'information à part entière. Et en se créant ce réseau, il ne faut pas se leurrer, on va tous rencontrer des problématiques dont on n'a pas forcément les réponses, on les trouvera. La question c'est en combien de temps. Si on peut essayer de raccourcir ce délai-là, parce qu'il suffit de téléphoner à 2-3 personnes qu'on connaît, elles ont certainement rencontré ce même problème-là dans un pays X par exemple, si on peut gagner du temps à ce moment-là, pourquoi pas. Donc je pense que ce que viennent rechercher les membres de la commission, c'est cette proximité-là. Pour les autres, pour les membres de la FTE, c'est encore une fois des réponses concrètes à leurs problématiques. Je dirais un certain enthousiasme, un petit peu de rigueur aussi, un petit peu beaucoup, puisqu'on est quand même sur des métiers où on manipule de l'argent, donc une erreur peut coûter extrêmement cher, et une certaine maîtrise technique malgré tout, qu'il vous faut avoir.
Et évidemment, ce qui est le plus important pour moi, avoir une dimension humaine dans tous ces... une dimension humaine vis-à-vis de vos collègues, une dimension humaine vis-à-vis de votre hiérarchie et surtout une dimension humaine vis-à-vis de vos collaborateurs que vous êtes amenés à manager. D'abord, ce qui me plaisait évidemment, j'y trouve deux avantages que je n'ai pas trouvé ailleurs, en tout cas dans les quelques expériences que j'ai pu avoir en dehors du métier de trésorier. Le premier, c'est que c'est un métier qui est relativement jeune malgré tout, par rapport à la comptabilité par exemple ou au contrôle de gestion, donc relativement jeune et voué à de multiples évolutions par le passé et qui vont continuer. Les évolutions, c'est soit réglementaires, les MIR, CEPA, les IFRS, soit technologiques, l'arrivée du web, les web banking, etc. Donc voilà, pas mal d'évolutions et qui restent encore à fournir. Et le deuxième sujet, c'est un métier qui, pour moi, bicéphale, c'est-à-dire qu'on va traiter à la fois des relations en interne et en externe. En interne, ça va être le contrôle de gestion ou les opérationnels pour la partie prévision de trésorerie, par exemple, ou connaissance de votre risque de change et de taux. La partie externe, c'est évidemment les banques, essentiellement, mais ça peut être aussi des relations avec les commissaires aux comptes, des auditeurs divers et variés. Donc voilà, cette double confrontation, je dirais, ou double relation, je trouve ça plutôt intéressant et ça permet aussi de ne pas être complètement focalisé sur ce qui se passe en interne dans votre société. Historiquement, dans ma carrière, j'ai effectivement toujours essayé de privilégier soit des stagiaires, soit des jeunes diplômés. J'ai souvent embauché des gens de ce profil-là parce que je les trouve très très intéressants à manager et parce que de par quelque part le manque d'expérience, je trouve que c'est une force pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont amener un regard neuf par rapport à une organisation et parfois des questions qu'ils trouvent toujours stupides sont en fait très très intéressantes à exploiter. Ensuite, donc on avait un besoin, ça je l'ai dit au tout départ, il se trouvait que je donnais des cours à la Sorbonne, que donc j'ai pu voir quelle était la population qui étudiait dans ce master-là, et effectivement je l'ai trouvé plutôt compétente. Je pense que les gens qui participent à ce Master 2 sont plutôt de bonne facture, et donc il me paraissait assez naturel d'aller récupérer une ressource à ce niveau-là et essayer de faire en sorte qu'elle évolue convenablement. Alors comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, ce qui m'a plu dans ce métier-là, enfin ce qui me plaît toujours dans ce métier-là, c'est qu'il y a une évolution permanente. Donc quelque part, ça veut dire que les jeunes trésoriers qui arrivent sur le marché devront rester à l'écoute de ces évolutions-là, parce qu'on peut être assez facilement... nos connaissances peuvent être assez facilement obsolètes. Donc il faut faire attention à ne pas se laisser déborder par ce qui se produit. Garder son enthousiasme, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et encore une fois, je l'ai mentionné, c'est un métier qui évolue tout le temps. Et donc il faut avoir une soif d'apprendre, soit par des formations, soit en participant à des commissions, à des commissions en général. Soif d'apprendre, rigueur, et la troisième, mais j'y tiens, essayer d'être des bons managers. Alors ça c'est vrai pour le trésorier, mais c'est vrai pour beaucoup de postes. Essayer de réfléchir à la manière dont on manage les gens et qu'est-ce qu'on veut leur faire faire et ce vers quoi on veut les amener.